Bienvenue, c'est Doina. Je vous ai jamais donné la signification de Doina et je vous invite à aller la chercher, mais s'appeler Doina, c'est passer d'un extrême à un autre. Alors ce mois-ci, je me suis finalement laissée tenter par le bain du direct ou du live. J'ai accepté de plonger dans l'univers d'Anastasia que vous avez entendu me questionner sur les rendez-vous avec Doina le mois dernier. Elle a souhaité organiser un semblant de séance de coaching autour du thème de ce qu'elle appelle le terrible 2. Voici une mise en bouche de ce à quoi pourrait ressembler une séance authentique et instantanée avec Doina. Nuance, nous sommes en live, alors forcément, il y a quelques filtres et de la retenue. Et en plus, comme dit Mère Teresa, je ne fais pas de grandes choses, je fais de petites choses avec beaucoup d'amour. Alors vous verrez, la qualité sonore n'est pas d'un haut niveau. Allez, j'arrête mes palabres et je vous ouvre la porte d'un rendez-vous avec Doina. Bon, du coup, voilà, je me représentais vite fait. Enfin, bon, maintenant on commence à me connaître, je pense, et puis à connaître un petit peu mes petites aventures de maman. Pour ce qui est voilà de Doina, tu es coach parental, c'est ça? Je sais jamais si je dois dire familial ou parental, mais Génial. parental. Euh, Familial. Ah bah voilà, tu vois, je me plante. Je vois pas la différence en Finalement, plus, ça mais bon. fait tout un village pour élever un enfant. Ok, donc familial. Et donc tu es là aujourd'hui pour me donner tes petits conseils ou tes explications sur mes difficultés de maman, qui aujourd'hui sont que ma petite fille rentre dans l'âge des 2 ans. Et je me questionne sur le fait que est-ce que c'est ça le fameux terrible tout? Enfin, qu'est-ce que c'est en réalité? Parce que moi, je vois bien qu'il y a un changement chez ma fille. Je le ressens, enfin, au niveau de on voit que son caractère s'affirme, elle commence à vouloir faire comme les grands. Enfin, l'exemple classique, hein, on est en voiture. L'autre jour, j'étais arrêtée à un feu rouge et puis là, je l'entends. Allez voiture, allez voiture. Je fais, oh bah d'accord, faut que j'arrête de gueuler contre les voitures, moi. Mais enfin voilà, elle copie beaucoup sur nous. Donc ça déjà on le sent. Et puis elle s'affirme. Enfin c'est quand elle veut pas quelque chose, elle veut pas quoi. Donc c'est le non ou c'est je boude. Enfin il y a plein de choses comme ça. Donc moi je me dis est-ce que c'est ça le terrible 2 dont on parle partout, l'âge où il s'affirme, où ça devient difficile de gérer des fois les crises. Voilà. Et qu'est-ce que tu pourrais me dire déjà sur ce que Alors, c'est? ça va être rigolo, mais c'est la première fois que j'entends parler du terrible tout. Je savais pas que c'était un phénomène, donc forcément j'ai été regarder s'il s'agissait bien de ce à quoi je pense. Donc c'est bien ça. En fait, si on imagine l'enfant qui arrive au monde, il se sent être tout, pas dans le sens tout de TWO en anglais, mais dans le sens tout TOUT. Et à l'âge de 2 ans, en fait, ça y est, il peut marcher, donc il peut s'éloigner de ses parents. Il commence aussi à bien maîtriser sa langue. Donc c'est déjà deux notions qui sont importantes dans sa capacité à se rendre compte qu'en fait il peut avoir un contrôle sur son environnement et aussi sur lui-même, puisque en parallèle il y a aussi l'acquisition du contrôle sphinctérien qui arrive progressivement. Donc voilà, donc en effet, c'est l'âge où en fait il commence à vouloir s'affirmer et puis en même temps, en parallèle, il a quand même envie de rester avec ses parents. Donc du coup, c'est là où on peut se rendre compte qu'il y a parfois une certaine ambivalence chez les enfants de cet âge-là. Oui, bah ça, après, le fait de rester avec ses parents, bon, comme en plus, comme je le racontais là dans les vidéos témoignages et tout, je suis en pleine, enfin, on a commencé l'adaptation à la crèche fin août, et c'est vrai qu'on sent bien que c'est difficile aussi pour elle. C'est papa, maman, 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 maman. Enfin,
être collé à moi. Et après, à la maison, ça fait des situations un peu des fois qui parfois m'énervent, faut dire ce qui est, où je me maquille ou alors je cuisine et elle vient se mettre entre moi et le meuble. Elle me pousse du meuble en fait pour se coller dans mes jambes et on sent qu'elle cherche l'attention. Hein. Et donc j'essaie de lui expliquer gentiment, pousse-toi, je suis occupée. Enfin voilà. En plus c'est surtout que quand je cuisine c'est dangereux aussi, donc ça m'énerve parce que quand je me maquille je peux pas prendre soin de moi et quand je cuisine c'est dangereux en fait. Donc c'est vrai que c'est des moments où je perds vite ma patience. Je comprends qu'elle a besoin de moi, mais c'est assez lourd hein, quand même ce genre de Oui, moment. après, ce qui peut être intéressant à réfléchir, c'est euh, comment est-ce que tu t'organises avant pour voir si tu peux réserver justement un espace où tu peux bah, te réserver aussi un espace et en parallèle un pour elle, pour que elle, à ce moment-là, pendant que toi tu te prépares, elle puisse être occupée à faire quelque chose. Et donc voir comment est-ce que tu organises en fait bah, cette organisation familiale. Je sais pas si... Mm. Bah, ou peut-être, ça me fait penser, peut-être quand je cuisine, la faire cuisiner avec moi à côté, mais avec une tour d'observation un peu. Enfin, ça c'est en plus dans l'esprit Montessori, généralement la tour d'observation, lui faire faire des choses comme ça, mais avec moi Alors, en pas fait, c'est ça forcément, l'idée. parce que comme tu dis, tu as besoin de prendre soin de toi. Donc, il y a des espaces aussi que tu peux te réserver à toi et tu as le droit de réserver ces espaces pour que tu aies aussi ces moments tranquilles. Et donc, c'est réfléchir à comment est-ce que tu organises l'espace de ta fille pour que elle, pendant que toi, tu as ton temps à toi, elle puisse aussi vaquer à ses occupations et notamment, par exemple, être dans un moment d'activité libre. D'accord. Ouais, après comme elle est souvent collée dans mes jambes, c'est pas toujours évident. C'est difficile des fois, hein, c'est des vrais sangsues. Mais, après, concernant toujours ouais, ces moments difficiles là, à son âge, ce qu'il y a beaucoup, c'est bah, évidemment ce que connaissent tous les parents au bout d'un moment, hein, le non, 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 je ne veux pas, non, pas ça, non. Et tu vois, j'avais encore l'exemple, c'est quand c'était mardi, je crois, où je lui ai sorti la pâte à modeler, on s'est bien amusé, enfin, c'était cool. On avait presque fini, mais elle s'était mis 3 morceaux de pâte à modeler sur le côté de la table. Et puis, on avait fini, et puis après, on devait aller chercher un truc dehors. Donc, du coup, je fais, bah, on range maintenant, parce que sinon, la pâte à modeler va sécher. Enfin, je lui ai expliqué. Et là, elle voulait pas ranger la pâte à modeler. On en avait deux, une bleue, une jaune. La bleue, je l'ai rangée. La jaune, elle voulait pas la ranger. Alors, j'ai essayé, j'ai fait bon. Je me suis dit, j'ai écouté tes podcasts, donc je me suis dit, bon, on va tenter la coopération plutôt. Donc, j'ai dit, allez, tu le ranges ou si tu veux, je le fais moi, c'est toi qui choisis que tu veux le faire. Et non, toujours pas, non, non. Mais si on le range, non. Bon, je réexplique. Bon, au bout d'un moment, j'ai perdu patience. J'ai pris la pâte à modeler, je l'ai mis dans. Et évidemment, l'inévitable est arrivé. Ça a été un peu la crise. Donc, les moments comme ça, c'est vrai que quand on pense avoir tout essayé, qu'on perd patience, enfin, qu'est-ce qu'on fait au final? Eh bien, T'as des oui. conseils? Enfin, Alors, bah, du coup, ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure hein, par rapport au nom. C'est vraiment un moment où ils ont besoin de s'affirmer, où ils comprennent en fait que quand ils sont pas en accord avec ce qui se passe, bah, ils ont acquis enfin la capacité de l'exprimer de façon plus visible pour nous, notamment à travers la manifestation physique et aussi maintenant à travers la manifestation verbale. Alors que peut-être qu'avant, on s'en rendait pas forcément compte quand ils n'étaient pas d'accord avec ce qu'on était en train de faire et qui les concernait à 100%. Après, il y a ce que tu as dit, c'est-à-dire la prévisibilité, donc essayer de, d'être prévisible et il y a cette notion de temporalité hein, pour que l'enfant arrive à
que l'information monte à son petit cerveau et qu'il arrive à accepter que, ok, c'est bon, là, je veux bien faire ce que maman me demande et qu'il me faut un petit temps pour accepter cette situation. C'est un peu l'exemple que je donnais par rapport à cette invitation à table où ben, quand on invite quelqu'un, donc là, dans ce podcast-là, c'était à table, et donc là, c'était un exemple du conjoint, il est peut-être en train de faire une autre activité où dans sa tête, il a cette activité en cours et donc il lui faut un petit temps pour se dire ok bah là c'est bon je suis prêt à quitter mon activité pour ensuite passer à autre chose et donc bah, les enfants ils ont aussi autant voire plus que nous besoin de ce temps de préparation. C'est un peu comme si d'une seconde à l'autre je te dis ok alors maintenant on y va on part on va prendre le métro. Quoi attends je suis pas prêt là. Il me faut un temps pour que, attends, il faut que je prenne mon sac, mon porte-monnaie, est-ce que j'ai bien pensé à tout, etc. Donc finalement, c'est pareil pour les enfants. Après, c'est marrant que la pâte à modeler, donc là, c'est un peu une touche d'humour et moi, j'aime bien voir des symboles un peu partout, mais le jaune, c'est la couleur de la joie. Donc, elle était dans, voilà, elle a fait un message subliminal. Et en tout cas, voilà, par rapport à la pâte à modeler, il y a aussi un exemple que j'aime bien donner, c'est en fait l'enfant quand il arrive au monde, il se voit dans une unité, donc c'est ce que je disais au début de notre conversation. Donc imagine cette boule de pâte à modeler, où en fait dans le monde de l'enfant, il y a tout. Il y a lui, mais il y a aussi ses parents, il y a tout ce qui l'entoure, il y a tous les objets qui l'entourent, etc. Il a l'impression qu'il ne fait qu'un. En fait, plus il va Mm. rencontrer son environnement et plus il va grandir, plus il va se rendre compte que cette boule, en fait, elle peut se dissocier. Et donc, d'un côté, c'est lui, et de l'autre côté, c'est maman, mais aussi papa, la famille, les objets, etc. Et donc, c'est à ce moment-là où il est un peu dans une certaine ambivalence parce qu'il n'est pas encore complètement détaché de sa moitié, mais qu'il commence à comprendre qu'en fait, il pourrait être une unité toute seule. Et donc ça Mm. finalement, c'est hyper angoissant. C'est comme le jour où tu as eu ton permis, tu t'es dit, ok, là, j'ai mon permis, je suis toute seule sur la route et je dois avancer maintenant. Donc, Oui, enfin après, de manière plus proche, rien que le fait d'avoir ma fille, hein, le premier jour, voilà, enfin, avec ma fille, se dire bon, je suis parent, je fais ok, et maintenant? exactement. Bah, du coup, pour l'enfant, c'est exactement ce qui se passe. À force de rencontrer son environnement et de grandir et d'acquérir certaines capacités qui sont notamment les plus visibles, c'est-à-dire motrices et verbales, et l'acquisition du contrôle sphinctérien, bah, en fait, ils se rendent compte que ça y est, il grandit et que bah, il n'a pas forcément tout le temps quelqu'un qui est là pour Mm. l'accompagner. Et c'est d'ailleurs à la même période qu'on commence aussi à voir l'arrivée des cauchemars, etc., parce qu'il se rend compte que ben, il y a une notion du danger, en fait. Oui, bah, là dernièrement d'ailleurs, ça me fait penser, tu me dis ça, ça me fait penser dernièrement, elle a eu beaucoup de j'ai peur du loup. Et à la crèche, on m'a dit c'est normal, c'est l'âge. Et elle me dit souvent, on est dans la maison tranquille, et puis elle va me montrer la porte d'entrée, et elle va me dire peur, loup, loup, peur. Et je me dis mais qui disait ce bazar? Est-ce que c'est parce que mes beaux-parents lui ont montré des dessins animés où il y avait un loup voilà, et la crèche après m'a dit non, c'est l'âge, c'est normal. Et du coup, ça rejoint un peu ce que tu dis, hein, la peur des cauchemars, la peur, enfin les cauchemars, tout ça. Donc ouais, ça corrobore tout ça. C'est un tout hein, finalement, mais c'est vrai enfin, nous en tant que parents, on est confrontés à un moment précis, une situation où on a besoin de s'en sortir, souvent en plus vite, parce que voilà, on n'a pas le temps, faut sortir, faut y aller, c'est l'heure d'aller à la crèche, enfin, peu importe la raison, mais donc c'est pas toujours facile de prendre le temps de s'arrêter. Enfin, j'essaye de le faire, hein, mais il y a des moments où passer 5, 10 minutes à essayer de calmer les choses, bon, on se dit c'est bon quoi, stop, on y va. Enfin, j'en ai plein après. Je pense que tous les parents en ont plein des exemples comme ça. On est allé visiter bon des maisons, peu importe, c'était plein de petites maisons à visiter.
Il y avait un parc de jeux au milieu. Avec son père, il lui l'a autorisé à jouer un peu, enfin faire du toboggan. Il a fait un tour, deux tours. Au bout d'un moment, il lui fait bon, allez, tu fais un dernier. Et puis après, c'est fini. On continue nos visites. On reviendra au parc après avoir fait d'autres maisons. Et là, elle n'a pas voulu. Elle a recommencé à faire des tours de toboggan. Donc le premier, il la prévient, non, c'est fini. Allez, maintenant tu descends. Deuxième, il fait bon, c'est bon. Il est parti la chercher. Il l'a sortie. Elle était tellement vexée. C'est ça qui est quand même bien avec ma fille, c'est elle fait pas des grosses crises à se rouler par terre et tout. Par contre, c'était trop drôle. Elle s'est mise à baisser la tête, bouder, et puis elle a marché tout droit, toujours au même rythme. Et elle s'est pas arrêtée. Hein. On me disait mais reviens. Et elle s'arrêtait pas. Elle nous écoutait pas. Elle s'arrêtait pas. Elle allait. Et elle est partie loin comme ça. Hein. Il a fallu que son père lui court après pour aller la chercher. Alors je sais pas comment il a débloqué la chose parce que après c'était hors de ma vue, mais on a vu qu'il s'est baissé, il lui a parlé. Parce que j'essaye quand même de sensibiliser le papa un peu à tout ça, mais bon, il n'a pas toujours le temps de s'intéresser aux questions, voilà, de prendre le temps avec l'enfant, de la coopération. Enfin, on est beaucoup aussi, enfin on a tous été pour la plupart éduqués avec l'obéissance, et donc c'est pas toujours évident après de pour nous prendre le pli d'éduquer avec de la coopération. Donc là, dans l'exemple que tu viens de me donner, j'ai pas tous les éléments pour dire que il a été en coopération ou en obéissance. En tout cas, il a posé le cadre. Et en fait, c'est là, c'est de ça que je parle notamment dans la balade audio sur la coopération, mais aussi sur la culpabilité éducative. C'est que il faut bien faire attention aux amalgames. Et malheureusement, souvent on entend éducation positive et par déduction, on pense qu'on fait mal quand on dit non. Et c'est pas vrai en fait. L'enfant, il a besoin qu'on pose un cadre pour justement qu'il comprenne quelles sont les limites. Si on rejoint l'exemple sur le permis de conduire et sur la conduite, sur la route, on a besoin d'avoir des trottoirs, des rebords pour que la voiture, elle parte pas dans tous les sens. S'il n'y a pas ça, c'est l'enfer sur la route. On se comprend pas s'il n'y a pas comment dire, De signalisation, ouais, de feu. bon, moi j'aime bien donner l'exemple du tuteur avec le jardin parce que je suis assez proche de la nature, mais bon, là, on est parti sur l'exemple de l'autoroute et de la voiture. C'est pareil, en fait. L'enfant, il a besoin d'avoir ce cadre-là. Donc, ton conjoint, il a bien posé le cadre. Et ensuite, l'enfant, quand on lui pose le cadre, il a le droit aussi de dire qu'il n'est pas d'accord. Parce que bah, forcément, il était tellement bien en train de jouer qu'il n'avait pas envie. Ça ne veut pas forcément dire Je, qu'on va provoquer une crise. Et après, comment est-ce qu'on peut poser le cadre? Il y a cette notion de lui expliquer les choses, euh, de, de, de se mettre cœur à cœur, yeux dans les yeux, à son niveau comment dire, faire entendre avec cette notion d'égal à égal. Et puis pourquoi pas le prendre dans les bras pour l'extirper du toboggan, mais tout en douceur en fait, avec des mots qui vont avec. Voilà, en fait, il y a cette notion-là où souvent on, on a l'impression que comme on dit non à l'enfant, du coup, enfin, on commence déjà à culpabiliser parce on a cette pression-là où on pense qu'on est des mauvais parents parce que on interdit à notre enfant qu'il joue un peu plus, mais voilà, vous lui avez dit qu'il restait encore un tour à faire. Forcément, elle a envie de faire plus. Euh, c'est comme le carré de chocolat. Tu me dis pas plus d'un carré de chocolat et que j'ai envie d'un carré de chocolat en plus, c'est pas dit que j'y résiste pas. tu parles de chocolat, ça me fait. Enfin, voilà. De toute façon, je crois que j'aurais une anecdote pour chaque avec ma fille. On en vit tellement des choses parce que pareil, le chocolat, c'est toute une histoire aussi. Mais
Oui, après, je pense que niveau de la culpabilité, enfin, t'en parlais un peu dans ton podcast, je crois. Il y a la culpabilité due à nos propres croyances et celle due à l'extérieur. Et bon, pour ce qui est de mes propres croyances, moi, j'ai fait donc un gros travail. Ceux qui ont un peu lu les posts et vu les témoignages vidéo commencent peut-être à le savoir. J'ai vu un psychologue pendant un certain temps. Donc pour mes croyances intérieures, voilà, j'ai fait quand même un gros travail. Et souvent, c'est plus du coup les croyances extérieures qui vont me faire culpabiliser, enfin me dire j'ai peut-être pas, enfin il y a les deux du coup, mais on se dit bon je pourrais peut-être faire plus, je pourrais peut-être être plus patiente, je pourrais peut-être être plus, enfin et c'est plus ouais à partir de là qu'on culpabilise et finalement, c'est plus une histoire de lâcher prise par rapport à la culpabilité, non? C'est essayer de moins de se prendre la tête et de se dire, de toute façon, quoi qu'il arrive, je fais au mieux. Enfin, Là, je dirais que c'est comme tout, hein, que de parentalité ou d'autres choses. Et je suis dans le même sac, hein, je me mets énormément la pression pour être entre guillemets parfaite. En tout cas, je me rends bien compte qu'en fait la perfection est très subjective. On a tous notre notion de perfection et avec l'émergence des réseaux sociaux, etc. Ça forcément ça n'aide pas. Donc donc là qu'il s'agisse de parentalité ou d'autres choses, en fait c'est exactement la même chose. ouais, c'est. De toute façon, voilà, la vie en général n'est pas simple. Et je pense qu'on essaye tous, enfin peut-être parce qu'on nous a tous donné une image un peu de, il faut être parfait, il faut tout bien faire, alors qu'en réalité c'est inatteignable qu'on soit parent ou qu'on le soit pas, hein. Mais c'est vrai que le fait d'avoir un enfant à s'occuper, à éduquer, enfin ça en rajoute une couche et on se culpabilise encore plus parce que quand ça nous concerne que nous, c'est une chose, mais quand ça concerne notre enfant, c'en est une autre. Et puis moi j'ai l'impression aussi, voilà, pour revenir à cet âge de 2 ans où c'est ce que je disais là dernièrement, c'est un âge où je trouve que c'est compliqué parce que ils sont plus tout petits bébés que tu peux emmener partout et qui va rester à dormir ou en portage ou dans sa poussette. Enfin voilà, tu peux plus. Et en même temps, ils sont pas assez grands non plus pour les trimballer à certains endroits parce que bah ils ont besoin de tellement d'attention, de bouger, de courir, d'explorer. Enfin, voilà, je trouve que c'est l'âge où ils deviennent grands, mais ils sont pas encore grands. Donc, on commence à voir qu'ils ont leur personnalité, ils ont leur caractère, ils copient voilà papa, maman ou tous les autres adultes qu'ils peuvent voir. Alors pour nous aussi, ça devient difficile parce que voilà, comme je donnais l'exemple tout à l'heure de la voiture, le truc tout bête, tu râles en voiture et 2 secondes après, t'entends ton enfant, allez les voitures, bip bip, oups, je râle peut-être un peu trop en voiture. Ou c'est quand c'est on est jeudi, oui, c'est hier, donc le papa est revenu en train là, j'avais mis une petite vidéo, on la voit toute heureuse. Juste avant, elle criait dans le tunnel, papa, ici, viens. Oula, bon, peut-être que enfin, ça fait réfléchir, et encore une fois, ça rejoint mon poste d'aujourd'hui qui disait que les enfants nous font grandir parce qu'ils nous font beaucoup réfléchir sur bah, ce qu'on fait finalement, ça va être un peu le reflet de bah, comment nous on est au quotidien, comment on les éduque. Et ça peut faire peur parfois parce que voilà, sur des trucs bah, comme dans la voiture ou comme bah, papa viens ici, je me suis dit mais en fait c'est peut-être parce que elle l'entend trop souvent, Altea viens ici, c'est bah voilà, ça fait beaucoup réfléchir et c'est pour ça que aussi peut-être c'est dur pour les parents, c'est dur parce que voilà il y a le côté non, ils sont un peu têtus, ils savent ce qu'ils veulent ou ce qu'ils veulent pas, mais il y a le côté je trouve un peu qui fait peur de se dire bah en fait s'il est comme ça, c'est aussi parce que en 2 ans, c'est peut-être tout ce que je lui ai fait. Euh, Donc les réseaux sociaux, etc., ça nous influence encore plus à la culpabilisation. Et donc je disais que le mot qui me vient, c'est indulgence, c'est-à-dire que
on s'en fout de ce que les autres pensent de nous. Et le meilleur exemple pour moi, justement, c'est nos enfants qui nous, bah, comme tu dis, hein, qui nous montrent. Et en plus, tu l'exprimes avec beaucoup d'humour. Donc, c'est vrai que parfois, enfin, la vérité fait mal. Et la vérité sort de la bouche des enfants. Et je pense que c'est là-dessus qu'on pourrait conclure. C'est c'est être indulgent avec soi-même et de se dire, voilà, si mon enfant il pointe ça du doigt et qu'en plus je suis capable de le relever et de me dire, tiens, là, il y a peut-être un petit truc qu'il faudrait que je travaille, ben, faites-le pour vous, pour votre famille, pour votre intimité familiale et pour votre bonheur familial. Et puis les autres, ils ont leur bonheur familial, ils ont leur organisation familiale. C'est pas la vôtre. Mm. Oui, bah, c'est ça. C'est faut penser plus à soi et à sa famille et peut-être arrêter de trop écouter l'extérieur. C'est pas toujours facile, mais je pense que c'est un bon conseil. Et, euh, et comme tu l'as souligné, on va pas tarder, enfin, on va bientôt arrêter ce live parce que voilà, ça fait une bonne demi-heure déjà qu'on y est. Mais en tout cas, voilà, on a bien parlé sur ces deux, c'est ce terrible deux des enfants qui est pas toujours facile à gérer. Mais je crois que, comme tu dis, voilà, faut être indulgent, faut avec soi-même. Faut peut-être être indulgent aussi des fois avec l'enfant. Et puis et se faire confiance, je pense que c'est encore là la question, hein, se faire confiance. Plus on écoute finalement les autres, plus on se perd, alors que on est sûrement capable, en s'écoutant et en écoutant notre enfant et en restant ouvert à améliorer les choses, en s'améliorant déjà soi-même. Et puis l'enfant après en fait finalement prend exemple. C'est donnant-donnant. Enfin, c'est pour ça, vraiment, c'est mon poste d'aujourd'hui. Les enfants apprennent de nous, mais on apprend énormément de nos enfants aussi. Et ça, je trouve